Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Alioune Tine, fondateur d'Africa Jam Center. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets, la polémique autour de la loi d'amnistie, l'armée dans le débat politique, la société civile et les acteurs politiques, le pouvoir et l'opposition, les institutions, les libertés, le souverainisme, la sous-région. Alioune Tine face à Georges Déthié Diop, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité au grand jury de la RFM, la Radio Futur Média. C'est dimanche 30 mars, jour de Korité pour une partie de la communauté musulmane. Après un mois de jeûne, bonne fête de l'Aïd el-Fitr. L'autre la célébrera sans doute demain, lundi. Bonne fête de Korité également. Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Je pose très souvent cette question, Aliou ou Alioune? Et qui c'est? Aliou comme l'autre? C'est Alioune. Alors, la Korité pour vous, c'est ce dimanche? Absolument, c'est dimanche, oui. Bonne fête de Korité, monsieur Alioune Tine. Merci, excellente fête à toi et à tout le monde, tous les Sénégalais. Que le Tout-Puissant accepte le jeûne et exauce toutes les prières. Amen. Alors que les Sénégalais jeûnent et préparent la Korité, des polémiques s'installent et se rajoutent à d'autres. Le débat sur la dette dite cachée après la publication du rapport de la Cour des comptes, la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie de mars 2024, laquelle devra être examiné à l'Assemblée nationale le jour du premier anniversaire de la prise de fonction de Bassirou Diomaye Faye, dont les 12 mois à la tête de l'État continuent d'être évalués. Alors, Alioune Tine, vous êtes sans doute essayé à cet exercice en tant qu'observateur et acteur, personnalité de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être encore ici, à TFM, à RFM, pour vous soutenir, soutenir Youssou N'Dour pour le travail extraordinaire qu'il fait. Et Youssou est une des étoiles de la constellation sénégalaise, reconnue sur le plan mondial, et qui fait notre fierté, et qui fait la fierté des Sénégalais, et qui contribue effectivement à cette espèce de brillance du Sénégal dans le monde. Donc, nous lui devons beaucoup de respect. Alors, on développera sur tous ces sujets énumérés, mais Alioune Tine, en fait, est venu s'ajouter à cette actualité l'affaire Mansour Faye, du nom du maire de Saint-Louis, ancien ministre des Infrastructures, relative à l'interdiction de sortie du territoire dont il fait l'objet. Selon son avocat, le juge des référés liberté a ordonné aux autorités de lever cette restriction et de le laisser voyager librement. Comment comprenez-vous cette démarche du pouvoir de porter atteinte à la liberté de circulation d'un citoyen sans le lui signifier et le motiver? Écoutez, nous avons toujours dénoncé les interdictions administratives de voyager. Moi, je salue la décision du juge, vraiment qui est la décision attendue, la décision normale, la décision conforme effectivement à l'existence d'un état de droit. C'est très important parce que il est incompréhensible effectivement que quelqu'un quitte chez lui, arrive à l'aéroport pour tout simplement apprendre, être informé qu'il ne peut pas voyager et qu'il soit obligé de retourner chez lui. C'est une humiliation. L'État n'a pas le droit d'humilier les citoyens sénégalais, qui ils soient. Je pense qu'il y a des procédures qui existent et il faut les respecter. Que le juge demande de respecter quand même les droits du citoyen et de respecter également l'état de droit, c'est quelque chose que nous saluons. C'est quelque chose que nous saluons. Sauf que ce n'est pas que Mansour Faye seulement qui a été victime de ce genre de mesures, qui, dit-on, ne repose sur rien. La Diop en a été victime, Abdoulaye Seydou Sow également. Vous le dites, ça vous interpelle en tant que militant des droits de l'homme. Nous avons, depuis la première période, nous l'avons dénoncé. Et puis toutes les fois aussi, nous avons élevé la voix pour dire que ce n'était pas normal. C'est bien qu'il y ait une jurisprudence au Sénégal.
c'est arrivé et vraiment nous saluons la décision de la Cour suprême, qui est une décision courageuse, qui est une décision normale et qui montre effectivement que la justice est en train de s'émanciper des fourches caudines de l'exécutif, ce qui est une très bonne chose dans le contexte actuel parce que nous en avons vraiment besoin à l'heure actuelle. Sauf que l'État a annoncé un recours en rétractation. Mais il faut que l'État respecte l'état de droit. C'est ça qu'on attendait justement de la promesse de ce qu'on appelle la transformation systémique. La transformation systémique, ça commence le jour où les gens ont commencé et ça doit toucher tous les secteurs, que ce soit la justice, que les libertés fondamentales, les droits humains surtout. Les droits humains surtout. C'est fondamental. Et je profite de l'occasion pour saluer la nomination de Amsatou Sow Sidibé, une professeure quand même brillante, vraiment qui a une carrière à la fois universitaire, militante et politique exceptionnelle. Donc vraiment nous saluons ce choix du président, nous saluons également l'appel d'offres. Mais c'est cela qu'il faut. C'est que l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques. Les fonctions publiques, c'est pas fait pour un parti politique, pour tout simplement aussi une coalition de partis politiques qui ont gagné les élections. Il y a un périmètre politique, il faut bien le comprendre quand vous gagnez les élections, avoir votre gouvernement, votre cabinet, etc. Mais maintenant, pour des postes extrêmement importants, je pense publics ou parapublics, le port, l'aéroport, des trucs stratégiques, il faut y mettre les meilleurs Sénégalais et faire un appel d'offres et prendre les plus compétents. C'est ça qui va faire démarrer le Sénégal et c'est ce que nous attendons également de la transformation systémique. Ça veut dire avoir un État impartial. Et ça faisait partie également du projet du président Diomaye Faye. Ça faisait partie également du projet de PASTEF. Ça veut dire le parti qui aujourd'hui a gagné la confiance des Sénégalais, qui gouverne. Mais nous estimons que c'est à notre tour, en tant que citoyens, de rappeler vraiment les promesses qui ont été faites et également d'exercer le droit de veille. Ça, c'est très important. Qu'ils doivent reconnaître. Parce que quand même, moi, ce que je constate est de plus en plus une espèce de mépris, de distance par rapport à la société civile qui, au moment effectivement où il y avait la crise, la société civile était contre la toute-puissance de l'État, était contre un État autoritaire, était contre un État répressif et était aux côtés des victimes. On reviendra à tout cela au cours de cette émission. Mais Alioune Tine, pensez-vous que ces interdictions de sortie du territoire ont une dimension politique plus que juridique? C'est à partir du moment où vous ne respectez pas les textes, il est évident que la connotation politique est immédiatement lue. Ça veut dire que en réalité, vous continuez cette espèce de lutte, mais en vous appuyant également sur l'appareil d'État. Et c'est ça que nous dénoncions hier. Donc, il faut laisser la justice, laisser les organes de l'État fonctionner correctement. À partir de ce moment, je pense que personne ne verrait vraiment la main du parti ou la main de Ousmane Sonko. Voilà, à tout bout de champ, on voit la main d'Ousmane Sonko. Donc, je pense que plus l'État prend ses distances par rapport, si vous voulez, à l'institution judiciaire, plus l'État respecte la séparation des pouvoirs, plus l'État respecte les droits fondamentaux de l'homme, vraiment, plus effectivement ces actes sont examinés, regardés, considérés comme des actes légitimes. Et ça va dans le sens de ce qu'on appelle le djub djubul djubanti. Vous ne pouvez pas sortir ce slogan qui est magnifique, mais on va vous interpeller chaque fois qu'il y a des dérives, chaque fois qu'il y a des sorties de route pour vous dire djub djubul djubanti. Sauf que c'est pas encore le cas. On a donc du chemin à faire. On a l'impression que ce sont les régimes qui changent, mais les mêmes pratiques qui ont toujours été flétries demeurent. Exactement. Je pense que c'est ce que je dis tout le temps. Il faut éviter l'éternel recommencement. Et de plus en plus, nous avons vraiment l'impression qu'on assiste à l'éternel recommencement. Vous prenez le pouvoir, vous avez votre majorité et vous exercez la majorité de façon tyrannique. Et ça, c'était dénoncé déjà. Ça faisait partie effectivement des problèmes structurels des démocraties. Et vraiment, il faut que ça change aujourd'hui. Il faut que, concernant les politiques publiques, concernant les droits humains, que
la parole des citoyens soit considérée. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les institutions invisibles. C'est-à-dire qu'un État, vous pouvez exercer un pouvoir sur la base de la coercition, sur la base de la contrainte. Mais vous pouvez exercer le pouvoir sur la base de l'acceptation de votre autorité. C'est l'autorité, c'est ça. La confiance que les gens vous donnent, qui constitue aussi votre légitimité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, l'autorité, la confiance et la légitimité. Et la légitimité, quelqu'un comme Joseph Vallon dit que la légitimité, elle est permanente. Elle est différente de la légalité. Et quand vous arrivez à une situation où vous voyez une très forte contestation de décision, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une défiance qui s'exerce. Et si vous persistez dans ces actes, vous délégitimez. Vous délégitimez par des actes qui suscitent la défiance généralisée des citoyens. Et ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter par quoi? Il faut l'éviter en invitant les gens à vous concerter sur les questions vraiment d'ordre national. Ça, c'est extrêmement important, la concertation. Au final, on en sait trop peu. Mais est-ce que ce nouveau régime peut s'enorgueillir d'un bon bilan en termes de liberté des droits humains? Beaucoup d'arrestations, d'emprisonnements, pour souvent des délits d'opinion et l'interdiction de manifester. Écoutez, il faut quand même reconnaître que, par rapport au passé, il y a une amélioration de la justice sénégalaise. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Nous voyons d'ailleurs leurs propres éléments qui s'en plaignent. Et ça nous inquiète. Voilà. La justice est en train de s'améliorer. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'elle soit déstabilisée par quelque parti que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Et c'est ça qu'on attendait. Et nous revenons sur, effectivement, la volonté du président Diomaye, qui, parmi ses tout premiers actes, c'est les assises de la justice. Donc, si la justice prend ses responsabilités, vraiment, nous saluons les actes de la justice. N'empêche, nous disons, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison tout simplement parce que il a dit, vous mentez. On peut pas. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un tout simplement parce qu'il a exprimé une opinion dissidente, même si c'est dur. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Et de mon point de vue, les meilleurs moyens pédagogiques. C'est extrêmement important, les moyens pédagogiques. Si les gens ne forment pas les militants, si les gens aussi ne mettent pas en place, ça c'est important. C'est-à-dire que il faut qu'on sache qu'on est dans une démocratie représentative, où les gens de l'opposition doivent se sentir représentés, les gens du pouvoir aussi doivent se sentir représentés. Si les gens de l'opposition ne sont pas représentés dans les institutions, ça crée des problèmes. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas pour rien qu'en réalité, quand nous avons l'impression qu'au niveau de l'opposition, il n'y a plus de leadership, que c'est un vide, qu'il y ait quand même des chroniqueurs qui émergent. Attention. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas une opposition, vous la créez. Vous la créez pour faire fonctionner la démocratie. Parce que c'est comme ça que la démocratie représentative fonctionne. Moi, je me rappelle bien, en 2008-2007, quand on a fait les élections présidentielles, après le premier tour, l'opposition avait demandé au président Wade de faire des concertations parce qu'ils étaient complètement groggy par le fait que Wade soit passé au premier tour. Wade a dit non. Et ils ont boycotté les élections législatives. Mais il y a eu des effets sur notre démocratie. Par rapport au vide, qu'est-ce qui a remplacé le vide? C'est les assises. Les assises nationales. Et c'est le peuple. Et les assises, entre 2008 et 2009, ça a permis effectivement à l'opposition de revenir d'abord dans les élections locales. Et de prendre le pouvoir en 2012. Il faut faire très attention. Il ne faut... Macky Sall, il a éliminé... Karim Wade. Il a éliminé Khalifa Sall. Il a tenté d'éliminer Sonko. Ça n'a pas marché. Mais ça nous pèse aujourd'hui que Sonko, qui était le candidat de l'opposition le mieux placé, qui allait être président de la République, soit éliminé.
En contrepartie, il désigne, si vous voulez, un autre Sonko. En personne de Diomaye. Diomaye. Sonko, il désigne Diomaye. C'est pour faire référence à Diomaye, moi Sonko Diomaye. Exactement. Mais après, vous pensez que cette histoire ne va pas avoir de l'impact dans les institutions? Mais il y a de l'impact dans les institutions. Il y a de l'impact du fait même qu'on assiste à un décentrement du pouvoir. Et que le fait que Diomaye également ait quitté le parti n'ait changé à rien, absolument à la chose. Et que de plus en plus, effectivement, que le Premier ministre ait effectivement une autorité, une légitimité qui fait que, on a l'impression que dans le tandem, il y en a un qui pédale à toute vitesse et un autre qui ne pédale pas. Ça aussi, c'est pas de l'équilibre. Ne pas le signaler, c'est en réalité ne pas alerter sur les effets pervers que ça pourrait avoir. C'est-à-dire que quand on est dans une situation comme ça, il faut rééquilibrer les pouvoirs. Et le président de la République l'avait dit, donner un peu plus de pouvoir au Premier ministre. Donc, il faut effectivement faire qu'il y ait une conformité par rapport à cette nouvelle légitimité. Et on avait toujours demandé, effectivement, on avait toujours lutté contre l'hyper-présidentialisme. Autant l'hyper-présidentialisme peut être toxique, autant un hyper-premier ministre aussi peut être toxique pour les institutions. Donc, il faut calmement, avec beaucoup de discernement et de lucidité, examiner la situation, voir comment changer la situation, créer de l'équilibre pour que toutes les institutions fonctionnent. Pour que, vraiment, comme on dit, les deux éléments du tandem pédalent au même rythme, à la même cadence. Pas de régime primatorial, diriez-vous? En réalité, c'est de rééquilibrer les pouvoirs, de manière à ne pas créer, si vous voulez, des effets pervers. Et ces effets pervers, nous sommes en train de les vivre, tous les jours que Dieu fait. Les gens le disent. Donc, quand vous voyez ça, il faut examiner la situation et corriger. C'est ça. Il faut corriger. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre et qu'on a un Premier ministre qui fonctionne et on a l'impression que la présidence ne fonctionne pas à plein tube, la présidence, c'est une institution éminente qui doit fonctionner à plein tube. Si les deux fonctionnent à plein tube et que si le tandem marche à la même cadence, à partir de ce moment-là, je pense que ça va décoller. On peut avoir effectivement les effets escomptés. Mais il ne faut pas qu'un prime sur l'autre, quel qu'il soit. Et ça, c'est extrêmement important de le dire, parce qu'au bout d'un an, on a vu comment les choses évoluent. On les regarde, qui est visible, qui est audible, qui prend des décisions. Le président, son rôle, c'est pas seulement de signer les nominations, non, a une fonction diplomatique. Et cette fonction diplomatique, on ne la sent presque plus. Donc, il faut que ça fonctionne à plein tube. Sur le plan économique, c'est lui qui arbitre. Ça, c'est extrêmement important que sur de très grandes décisions, que le président de la République aussi, que sa marque soit là. Le dire, c'est pas, comment dire, c'est ça notre rôle en tant que think tank. Justement, il y a quelques mois, vous alertiez, État pastéfien, on se rappelle le terme, et cela vous a valu une salve d'attaque. A-t-on rectifié le tir ou bien les choses sont restées en l'état? En réalité, dans un premier temps, les gens ils n'analysent pas comment ça fonctionne, les institutions. Quand vous voyez quelque chose venir et que vous alertez, et ça aussi, ça fait partie des faiblesses de Pastef, au lieu d'établir le dialogue, au lieu d'établir la discussion, c'est les insultes. Et ça, c'est pas productif. Je pense effectivement qu'il faut qu'ils apprennent à écouter, à entendre, à dialoguer, à polémiquer, à reculer. Oui, quand on est stratégique, il y a des moments où il faut savoir dire, écoutez, nous prenons acte, nous reculons. Parce que ce pays, la résistance est valorisée dans la culture sénégalaise. Ils le savent. C'est tellement valorisé, survalorisé que c'est grâce à la résistance qu'ils sont arrivés au pouvoir. Mais les autres aussi apprennent. Et les gens aujourd'hui, aller en prison, c'est être un petit héros. Ça veut dire, il faut, dans le domaine politique, ne pas, comme on dit, user et abuser de la prison.
Et je pense que leur propre expérience, je pense que ça sert de leçon à tout le monde. Ils ont quitté la prison pour aller au palais. Ça aussi, je pense qu'il faut qu'ils sachent qu'il faut éviter, coûte que coûte, d'enfermer. Et surtout sur des questions politiques, sur des questions d'opinion. Parce que, en réalité, quand vous allez en prison à cause de votre opinion, ou de vos actions politiques, ou de votre dissidence, vous êtes perçu par les Sénégalais comme un héros. Quand vous sortez, on vous célèbre. Quand vous êtes là-dedans, on vous célèbre. Donc, il nous faut trouver un équilibre de manière à ce que vraiment les seules réponses aux problèmes que nous avons ne soient pas la répression. Et je reviens sur notre politique pénale. C'est une politique pénale ultra répressive, héritée de la colonisation. C'est une politique pénale ultra répressive, héritée de la colonisation et qui n'a pas changé après la colonisation. Donc, c'est à nous maintenant de repenser la politique pénale et de faire en sorte que ça soit quand même une politique qui respecte la dignité humaine. Ça, c'est extrêmement important. Et que ça ne soit pas tout simplement, la réponse ne soit pas simplement d'enfermer les gens, de punir, mais de voir comment on peut corriger. C'est ça aussi, les maisons de correction. Comment payer sa dette à la société sans pour autant être soumis à l'enfermement, être soumis au mauvais traitement, être soumis à la torture, être soumis à l'indignité. Alors, Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, la loi d'amnistie du 13 mars 2024, les responsables de l'actuel régime avaient promis son abrogation. Une fois au pouvoir, un débat a surgi après leur victoire à la présidentielle. Aujourd'hui, en lieu et place d'une abrogation, l'on nous sert une proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie qui sera examinée par les députés le 2 avril prochain, jour de l'anniversaire de la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye. Le choix de la date, selon vous, serait-il anodin? De mon point de vue, c'est pas anodin. D'ailleurs, c'est, si vous voulez, de vouloir mettre coûte que coûte de la politique dans les actes, qui des fois peut saturer et peut créer des problèmes. Moi, je pense qu'il y a une grande faille. D'abord, avec Macky Sall. La faille, c'est que quand vous avez des événements de cette nature, où il y a eu des morts, où il y a eu des blessés graves, où il y a eu des dysfonctionnements graves, la première des choses, c'est une obligation internationale de l'État du Sénégal, c'est d'ouvrir une enquête. La phase de l'enquête a manqué du temps de Macky Sall. Et ça aurait pu nous permettre... Et pourtant des enquêtes ont été annoncées avant. Exactement. Ouais. Maintenant, s'il y a une faille et effectivement des carences de l'administration de Macky Sall, il faut les corriger. Et c'est l'État actuel qui doit mener cette enquête. C'est pas trop tard de le faire. Vous faites une enquête pour savoir la vérité des faits. Une enquête avec un organe formé de gens compétents, formé de gens dont la moralité au-dessus de tout soupçon, et puis qui proviendrait de milieux de la société civile, de milieux de la justice, de milieux de la sécurité. C'est important. Et qui font des enquêtes de la façon la plus indépendante, impartiale, avec des résultats incontestables qu'ils présentent. Ça, c'est la première des phases pour savoir la vérité. Qui a fait quoi? Qui est responsable de quoi? Ça, c'est extrêmement important. Et si on ne fait pas cette faille, on est en train vraiment de discuter et d'avoir des choses incroyables. Ça veut dire d'assister à des gens qui disent, écoutez, nous, ceux qui disaient, on est pour la loi d'amnistie, disent aujourd'hui, il faut qu'ils abrogent. Ceux qui ne veulent pas abroger aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils allaient abroger. Et ça devient une polémique politique sans objet, qui ne nous mène nulle part, qui n'apporte aucune valeur ajoutée et qui va se transformer, d'après ce que j'ai entendu avec les manifestations des uns et des autres, à une espèce de prolongation du Gatsa-Gatsa. C'est triste. Ça, c'est triste. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Et effectivement, si on ne fait pas attention à ne pas écouter l'opinion, mais on va s'enliser dans des débats sans intérêt, dans des débats totalement stériles. Et c'est à quoi on assiste à l'heure actuelle. Surtout par rapport à une promesse quand même qui nous a rendus enthousiastes, euphoriques, quand effectivement
Bassirou et Sonko sont sortis de la prison, quand on a vu la foule, c'était fantastique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont passés par là. Les Sénégalais n'ont jamais été aussi heureux. D'ailleurs, on ne peut jamais leur payer ce moment de bonheur qu'ils nous ont sortis. Parce qu'en réalité, on a dit, on s'était débarrassé d'un État autoritaire. Effectivement, Macky avait un État autoritaire. Et les Sénégalais sont rebelles à toute forme d'autoritarisme et de dictature. Et on a dit, enfin la liberté. C'était ça. Enfin la liberté. Et des gens qui nous promettent quoi? Ça veut dire la transformation systémique. Les gens ont voté à fond. 54%, c'est du jamais vu. Et vraiment, sur la map monde, ce petit pays, qu'est le Sénégal, était en train de briller de mille feux par rapport effectivement à un environnement où nous avons des dictatures militaires et des coups d'État. On sait qu'au plus profond de la crise, vous avez joué au médiateur avec d'autres. Bien sûr, on peut citer Pierre Goudiaby, Atepa. Est-ce que l'amnistie faisait partie des solutions de sortie de crise évoquées lors de vos rencontres avec les partis en bisbille? Écoutez, la loi d'amnistie a été évoquée. Nous l'avons évoquée. Il ne faut pas oublier qu'on était, si vous voulez, dans une logique de report des élections. Dans une logique de négociation où il fallait reporter les élections et permettre à tout le monde de participer aux élections, y compris Sonko. Et dans cette logique, on a commencé à discuter, on a dit, mais écoutez, si vous voulez parler à Sonko, il y a des actes que l'État doit faire. Il faut libérer les détenus. Moi, ça a été quand même mon discours pendant longtemps. Il faut libérer les détenus et il faut discuter. Il faut se concerter. J'ai toujours dit à Sonko, il faut que tu parles à Macky. J'ai toujours dit à Macky, il faut que tu parles à Sonko. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on nous a fait appel. Parce que le moment était venu de dire, écoutez, on est dans une impasse, il faut qu'on parle pour s'en sortir. Et donc, il y avait la grâce présidentielle. La grâce intervient quand? Ça veut dire qu'au moment où on va faire un procès, ça va prendre combien de temps? Ça peut durer. Voilà. Et puis après, faire la grâce présidentielle. C'était pas possible. Parce que, comme on dit, la date de l'élection était intangible. Et sur la date de l'élection, vraiment, je pense qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle de partout. Et je pense que sur le plan international aussi, on a commencé à avoir des... Donc, on a dit, et nous avons discuté aussi avec les Nations Unies. Hein. Oui. Donc, l'amnistie. Et ça a permis, d'ailleurs, tout de suite, ça a permis de faire baisser les tensions. Est-ce que cette amnistie avait trouvé l'assentiment des différentes parties? On n'avait pas le choix. C'est-à-dire que, écoutez, on a fait les votes, on a fait... Y compris Sonko. Écoutez, moi, j'ai pas parlé à Sonko. J'ai même pas parlé d'amnistie à, comment dirais-je, Diomaye. Je pense que c'est quand on était déjà d'accord sur l'amnistie, c'est après que j'ai rencontré Diomaye. Bon, Diomaye, il est ouvert. Je pense que Sonko est ouvert, mais il faut revoir le contexte. Le contexte, c'est qu'on avait arrêté les candidatures. Et il faut bien le dire, il y a des candidats qui se disent, écoutez, si Sonko participe, ça fait pas notre affaire. Et donc, il y a eu beaucoup de surenchères. Il faut écouter la parole. Pendant la discussion, on a bu énormément de coups. Parce qu'il y avait effectivement cet enjeu pour des candidats. La participation de Sonko ou la participation de Pastef. Heureusement, où Diomaye est passé entre les mailles du filet. Et je pense que ça aussi, ça a été une surprise pour le pouvoir. D'ailleurs, tout ce qu'on a eu par la suite, ça l'a un peu prouvé. Mais vous aviez validé l'idée d'une amnistie. Mais bien sûr que c'était ça. L'amnistie, c'est quand ça intervient quand il y a des conflits armés ou quand il y a des conflits politiques exacerbés. Nous, on n'avait pas un conflit armé, mais on avait une espèce d'embryon. Parce que le nombre de gens morts, quand vous le voyez, c'était dans le cadre d'une insurrection et d'une contre-insurrection. Et ça aboutit à ce cas. D'ailleurs, on est en train de vivre encore les... Qu'est-ce qui expliquerait donc aujourd'hui ce tollé? C'est la politique. Vous êtes maintenant arrivé au pouvoir. L'amnistie. C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'enquête, si vous prenez une décision, on dit, mais tiens, vous voulez protéger vos militants. Vous voulez protéger vos militants. D'ailleurs, c'est un peu ça, hein, c'est ça. Et les autres vont dire, mais vous voulez nous attaquer
nous, les forces de l'ordre. Donc, la seule solution pour sortir, si vous voulez, de ce dilemme, c'est en réalité un organe indépendant qui, de façon, comme on dit, fasse une enquête, dise voilà les résultats, voilà les faits, voilà qui est responsable de qui. Et de faire poursuivre. Parce que l'amnistie ne couvre pas la torture. C'est les crimes internationaux, comme la torture, ne couvre pas les exécutions extrajudiciaires. L'amnistie ne couvre pas les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou, comme on dit, le génocide. C'est très clair. Et ça, ce sont des obligations internationales de l'État. Ça, c'est un. L'amnistie ne peut pas empêcher à une victime de répression ou à un ayant droit de porter plainte devant la justice. Donc, si vous avez ça, et si effectivement nous avons une enquête qui nous dise voilà ce que les uns ont fait, voilà ce qu'il faut faire et voilà les recommandations, mais on n'a même pas besoin de parler de loi d'amnistie. Ça veut dire le Sénégal ne fait que respecter les obligations internationales en matière de droits de l'homme. C'est ça qui n'a pas été fait. Cette faille-là, c'est ça qui est en train de nous poursuivre et qui fasse que nous sommes en train de discuter vraiment de sexe des anges. Je m'excuse, mais c'est l'impression que nous avons. Et nous sommes en train, en pleine tension, de nous truquer. Mais il fallait passer impérativement par une enquête impartiale pour faire éclater la vérité des faits, situer les responsabilités des uns et des autres, et également faire des recommandations très fortes qui respectent les obligations internationales du Sénégal. Et cette faille, effectivement, de l'enquête préliminaire est en train de nous poursuivre. Comment corriger cette faille? La correction, je pense qu'il y a deux choses. La proposition de Amsatou Sow Sidibé serait-elle pertinente? C'est la meilleure des propositions. Soumettre l'affaire au Conseil constitutionnel. C'est une voie, le Conseil constitutionnel. Mais l'autre voie, c'est le consensus. Les gens s'assoient, se concertent, dégagent un consensus et on y va. Mais en réalité, si nous étions membres du Conseil constitutionnel, la seule voie que la Conseil constitutionnel pour que le Sénégal respecte ses obligations internationales, c'est de demander au Sénégal de mettre en place une commission d'enquête et d'enquêter sur ce qui s'est passé. C'est ça. Le Conseil constitutionnel ne peut pas faire plus que ça. C'est de dire, écoutez, est-ce que vous avez fait une enquête? Vous n'avez pas fait. Faites ça d'abord, passez par là. Ça c'est mon point de vue. D'où l'appel de 18 organisations de la société civile qui demandent à ce que l'on annule la proposition de loi. Vous êtes d'accord avec ces 18 organisations de la société civile, même si vous n'êtes pas signataire du communiqué? Moi-même, on m'a pas consulté pour signer le communiqué. Ah oui? Mais moi, je suis toujours solidaire de ce que la société civile fait quand ça va dans le sens du respect des droits humains. Je suis solidaire des signataires de ces 18 organisations. D'ailleurs, j'ai tiré un peu les oreilles à Moundiaï Sissé. J'ai dit, mais Moundiaï, comment vous pouvez oublier le doyen? Et puis nous, on a fait du travail avec quand même l'université de Stanford. On a publié un rapport. On a publié un article. Donc, nous travaillons sur ça depuis le début. D'ailleurs, Afrikajom Center les plus à produire scientifiquement une étude sur la loi d'amnistie. Donc, je pense que le minimum peut-être même... Et puis, nous l'avons envoyé aux autorités. Mais les autorités ne vous appellent pas, ne vous parlent pas. Si vous leur écrivez, ils ne répondent pas. Ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités écoutent les citoyens. Qu'ils ne soient pas un État autiste. Et il faut éviter ce qu'on appelle les signes. C'est ça le signe de l'autoritarisme. On a quitté un État autoritaire et autiste. Il ne faut pas qu'on tombe, effectivement, après l'alternance. Et avec, si vous voulez, ces grands espoirs que nous avons eus avec la transformation systémique, à des pratiques qui sont des pratiques autoritaires. C'est-à-dire les pratiques autoritaires viennent quand vous subissez une défiance de la part de l'opinion, de continuer à faire le forcing. Les signaux seraient-ils là? Mais les signaux sont là. Les signaux sont là et se multiplient. Heureusement, nous avons une justice qui petit à petit commence à dire, écoutez, le pouvoir arrête le pouvoir. Les signaux sont là. Moi, je le dis, je le répète. Il faut éviter de tomber dans un État autoritaire. D'ailleurs, moi, j'ai entendu le Premier ministre avec quand même les syndicats où il a dit quelque chose qui m'a fait quand même hérisser. En disant que les seuls États qui ont marché sont les États
de dictature. C'est totalement faux. Il fallait même pas dire ça dans le contexte. Parce que quand vous le dites, vous faites peur aux gens. Les États qui ont marché, c'est pas des États de dictature. C'est vrai qu'on assiste à une crise extrêmement profonde de la démocratie représentative. On assiste également à un basculement technologique qui fait effectivement qu'on a énormément de problèmes. Et on a également une troisième crise qui est beaucoup plus grave, c'est la crise des relations internationales à l'heure actuelle. Donc tout ça, ça impacte sur nous. Mais c'est la raison pour laquelle il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on discute, il faut qu'on se concerte. Et il faut qu'on puisse effectivement, par rapport à ce qu'on appelle la transformation systémique, mettre en mouvement la société, mettre en mouvement tous les citoyens actifs qui travaillent, qui réfléchissent, qui agissent pour qu'effectivement, ensemble, on change le Sénégal. Pas que cette sortie du Premier ministre, on a entendu le député qui porte la proposition de loi, Amadou Ba, dire dans l'Observateur que certains membres de la société civile doivent savoir raison garder et se mettre aux côtés des victimes au lieu d'essayer d'être des alliés des commanditaires, des assassinats, des meurtres, entre autres. La société civile qui est encore attaquée, c'est pas nouveau. Non, non. Vous savez, Amadou Ba, j'ai travaillé avec Amadou Ba pendant les périodes les plus dures. Je me rappelle, vous savez, j'ai travaillé pour d'abord les victimes. Ils sont venus à plusieurs reprises nous voir à Africa Jom Center. Je pense qu'il y a eu un moment même, si TFM a pu les prendre, c'est parce qu'ils étaient là, les victimes étaient là, ils les ont invités. Ils ont invité la dame qui dirigeait les victimes. Donc, on a reçu tous les membres de PASTEF chez nous. Hein. Oui, Sonko, Bassirou Diomaye, toute l'opposition, nous les avons reçus. Nous avons reçu comment on appelle les seniors, comment on les appelle encore? Les Magui Pastef. Qui sont venus nous voir. Il n'y a pas un organe. Comme nous recevons tout le monde d'ailleurs chez nous pour discuter, parler, comme nous avons reçu d'ailleurs les gens du pouvoir, hein, les Mbou et tout. Donc nous, notre problème, c'est pas de faire de la politique, mais si vous voulez de donner les meilleurs conseils, que ce soit à l'opposition ou au pouvoir, pour, si vous voulez avoir un climat politique serein, pour éviter des conflits politiques exacerbés qui ne nous mènent nulle part. Donc, Amadou, nous avons travaillé. C'est quelqu'un d'extrêmement poli. On s'est parlé au téléphone il n'y a pas longtemps quand je lui ai envoyé notre article. Et même, je lui ai fait une proposition. J'ai dit, mais écoutez, vous pouvez nous transformer même en assistant. Voilà, je lui ai fait la proposition. Donc, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'aime bien. Et quand je travaille avec lui, pour te dire, hein, attendez, c'est important ce que je raconte là. La fois où je l'ai appelé... Il ne reste plus que 10 minutes. Je ne l'ai pas eu. Je vais lui raconter rapidement. Tu sais où il était? Il l'avait arrêté quand il était à Sen TV. Et il m'a mis entre quelqu'un d'autre. En ce moment, tu sais où j'étais? C'était pour aller présenter mon rapport au département d'État. Nous avons vu les sénateurs. C'est-à-dire que si le rapport du département d'État, il le cite, c'est parce que nous avons travaillé avec le département d'État. Et nous avons travaillé avec tous les organes, la Commission africaine des droits de l'homme, où nous avons mis nos rapports. Donc, pour dire, de toute façon, Sonko l'a reconnu. Hein. Sonko l'a reconnu publiquement. Donc, maintenant, nous continuons notre travail. Mais nous, c'est la toute-puissance de l'État que nous disons, attention, faites attention, etc. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai quand même traversé presque tous les régimes ici, c'est que eux, ils n'écoutent pas les gens. Et ça, c'est pas bon. Doivent-ils écouter les gens au point de retirer la proposition de loi? Je pense qu'ils doivent au moins se concerter et éviter les manifestations, éviter le trouble public, éviter effectivement un débat qui ne nous rapporte absolument rien. Et la proposition de Amsatou. Amsatou, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Amsatou doit être écouté des autorités. C'est ça son job. Et c'est bien effectivement que Amsatou aille à contre-courant. C'est ça qui va dire que nous avons une commission nationale qui est crédible, qui est capable de dire la vérité à l'État. Donc, à défaut de retirer, différer l'examen. Il faut différer, il faut s'asseoir, discuter, trouver des solutions. Et parmi les solutions, peut-être démarrer une enquête impartiale qui va nous permettre de savoir la vérité et qui va nous orienter de façon, je veux dire, impartiale, claire et objective sur la suite
à la suite des choses. Ça, c'est important. Alors, allons-y très vite à l'Untine. Les forces de défense et de sécurité se sont invitées dans cette polémique relative à la proposition de loi interprétative, échange entre des officiers et certains acteurs de la vie publique. Certains ont jugé que le texte expose les forces de l'ordre, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, l'armée dans le débat politique, au regard de ce à quoi on assiste ces derniers jours entre, je les cite, le colonel de gendarmerie à la retraite, Sankoum Fati, le lieutenant-colonel de l'armée à la retraite, Adamo Diop. Pas inquiétant? Bon, c'est pas la première fois. Nous-mêmes, on avait porté plainte contre un commissaire de police, mais j'ai vu que ça a été géré par la justice. Bon, moi je parle de mon expérience personnelle en tant qu'expert indépendant des Nations Unies. Et ce que je disais souvent aussi aux Européens, tout en étant à cheval sur le respect des droits humains, il faut prendre en compte aussi les vulnérabilités de l'État et ce qui peut rendre l'État vulnérable. Et il me semble que la question des forces de sécurité, c'est une affaire assez sensible. C'est pour ça que quand nous avons dit il faut mettre un organe pour faire les enquêtes, il faut mettre les forces de sécurité à l'intérieur. Parce que eux, ils peuvent se parler. Quand vous mettez un organe d'enquête où il y a les juges, où il y a les magistrats, où il y a la société civile, où il y a les forces de défense et de sécurité, je pense que vous avez créé toutes les conditions pour gérer de la meilleure façon toutes les conséquences que pourraient avoir, si vous voulez, les décisions. Parce que quand on fait l'amnistie, il faut le dire, l'amnistie après les troubles, ça veut dire on oublie ce qui s'est passé parce qu'on a tous mal agi et parce que également on a honte de ce que nous avons tous fait. Donc on oublie. Mais on n'oublie pas la justice, mais après la justice, il faut le pardon et il faut la réconciliation nationale. La question de la réconciliation nationale se pose de façon vraiment aiguë dans ce pays. Et quand on le dit, les gens qui ont le pouvoir, ils disent tout le temps, non, on n'en a pas besoin, on a notre pouvoir, on a notre majorité. Non, ça va les arranger eux. Quand nous avons une situation politique calme, que les gens travaillent ensemble, essayent de sortir ensemble d'une situation difficile, mais on en sort, parce que ce pays est crédible. Et vous avez toutes les intelligences au Sénégal. Moi, je le remarque. Et surtout, j'étais intéressé par l'IA. Mais c'est incroyable. Les Sénégalais, ils sont à Google, ils sont à Amazon, ils sont dans les instances internationales, sollicités par l'Europe. Quelqu'un comme Moussa Ndiaye, sollicité par les Nations Unies et partout. J'ai l'impression que même pour son New Deal technologique, si laisse vraiment ces experts, je pense qu'on peut être parmi les pays africains quand même qui, du point de vue vraiment de nouvelles technologies, pourraient caracoler en tête. Vraiment, c'est ça qu'on va dire. On a besoin aujourd'hui de dépasser ces petites contradictions internes vraiment qui nous retardent, qui nous enlisent et qui enlisent un nouveau pouvoir sur qui il y a eu énormément d'espoir de la part des Sénégalais. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. C'est 1 an. 1 an, c'est rien. On a le temps de rectifier. On a le temps de corriger. On a le temps de s'améliorer. Et effectivement, c'est également aussi, à leur pardon, c'est leur première expérience de pouvoir d'État. Ah, voilà. Maintenant, mais si ces petites contradictions font sortir de hauts gradés de l'armée, même s'ils sont à la retraite, est-ce que ça ne doit pas nous interpeller? Parce que, pour certains, ils peuvent porter la parole de ceux-là qui sont dans le silence. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai, parce que moi je ne veux pas entrer dans le débat sur les questions de sécurité qui sont des questions sensibles. Dans des pays où il y a de la vulnérabilité, dans le pays où il y a des tensions, donc il faut mettre de l'eau. Voilà, moi je mets de l'eau, c'est ça mon parti pris. C'est pour ça nous avons dit c'est ça aussi la réflexion stratégique, pour voir comment nous pouvons ménager nos vulnérabilités en allant vers la vérité, en allant vers la justice. Ne jamais perdre de vue effectivement nos faiblesses, nos vulnérabilités. Et c'est ça qui fait que, bon, quand vous avez le pouvoir, vous estimez que vous êtes très fort, vous y allez, mais les Sénégalais aussi, ils résistent. Et après, bon, ça cogne. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Quand même, depuis 2008, 2009, 2010, 2011, même depuis 2007, c'est vraiment une espèce de, comment on dit, de retour
des mêmes problèmes, des mêmes tensions, mais tout ça nourri par le pouvoir, parce que par l'exercice du pouvoir et par le fait aussi, il faut quand même le reconnaître, que la politique enrichit. Parce que quand même, depuis quelque temps quand même, c'est des milliards qu'on entend. La politique, ça enrichit. Et si la politique enrichit, ça veut dire que la politique a une capacité de corrompre les institutions. Et des fois même les institutions les plus élevées. Si les politiques sont milliardaires, on voit aussi des fonctionnaires milliardaires. Tout ça aussi, c'est la régie des finances, le ministère des Finances qu'il faut réformer. Vous nous avez justement donné la transition. Évoquons un peu très rapidement la reddition des comptes. Des dignitaires de l'ancien pouvoir sont en prison. Certains pointent du doigt une justice des vainqueurs. Aujourd'hui, à l'UNTIN, comment garantir l'indépendance de cette justice pour qu'elle puisse traiter des dossiers sans ingérence politique? Écoutez, nous l'avons dit, nous l'avons redit, répété, écrit. Si nous faisons la reddition des comptes, il faut respecter les droits fondamentaux des accusés. Et pour ce faire, je pense qu'il faut quand même partir d'un principe sur lequel nous devons tous être d'accord. C'est-à-dire que les crimes économiques ne doivent pas rester impunis. Traiter des crimes économiques dans le cadre de la reddition des comptes appelle un respect absolu des droits fondamentaux des accusés. Et laisser la justice s'occuper de ces questions. Ça veut dire que pas d'immixtion, pas d'ingérence de l'exécutif. Mais à partir du moment où vous avez dans l'exécutif quelqu'un qui dit vous avez des problèmes, on va vous poursuivre, mais ça crée des problèmes. C'est ça qui crée les problèmes, la politisation. À partir de ce moment-là, quand vous le faites, mais écoutez, les autres aussi vont politiser. Et ça qui va créer le brouillard. Mais nous avons besoin de laisser la justice. C'est pour ça que nous, on fait partie des gens qui avaient proposé le pôle judiciaire financier. Né d'une réforme de la crise. Depuis 2020. Ouais. Et donc, il faut laisser ce pôle travailler. Il faut lui donner les moyens juridiques. Il faut lui donner les moyens humains. Il faut lui donner les moyens matériels. Il faut lui donner la protection pour que sa neutralité. Ça, c'est extrêmement important. Et ne pas s'ingérer. Et le gouvernement gouverne. Et puis, les gens, ils ne veulent pas que les crimes économiques soient impunis. Ça, c'est toujours un consensus. Mais nous ne l'avons jamais traité de façon impartiale, objective, ce qui fait que du temps de Diouf, ça n'a pas marché, parce qu'on n'a pas respecté les droits de la personne avec la CREI. Du temps de Wade, ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu la récupération politique. Du temps de Macky, ça n'a pas marché. Donc, les jeunes qui viennent d'arriver doivent tirer les leçons des échecs du passé pour voir comment ils travaillaient. Et ils travaillaient aussi dans un consensus global et avec le soutien de l'opinion nationale. Ça, c'est le soutien, ils l'ont. Y compris même les gens de l'opposition, ils sont d'accord pour que les gens qui ont quand même commis des crimes économiques soient punis. Mais s'ils politisent et si les autres politisent, il est évident que ça va créer les mêmes problèmes qu'avant et peut-être même les mêmes échecs qu'avant. Alors, dernier sujet pour boucler cette émission, un slogan qu'on entend dans les pays africains, en tous les cas, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, le souverainisme. Au Sénégal également, on commence à entendre ce slogan. Comment, à l'UNTIN, le souverainisme sénégalais peut-il être compatible avec une intégration africaine plus poussée, notamment au sein de la CEDEAO? Réponse en 1 minute. Comment le Sénégal peut-il concilier souveraineté nationale et coopération avec ses voisins africains de l'Ouest, surtout les pays membres de l'AES? Écoutez, la question de la souveraineté, elle est limitée. Même les pays les plus développés ne peuvent pas avoir une souveraineté absolue. Vous prenez les États-Unis. Tout simplement parce que nous sommes interdépendants. D'ailleurs, nous dépendons de tout. La technologie déjà. Nous sommes totalement dépendants de la technologie des réseaux sociaux. Nous ne sommes que des consommateurs. Nous sommes dépendants pour notre nourriture de l'extérieur. Nous sommes dépendants pour notre propre développement de l'argent de l'extérieur. Donc, moi je dis, il faut promouvoir une souveraineté intelligente. C'est un peu mon terme. Ça veut dire également être assez pragmatique. Ça veut dire les intérêts du Sénégal, de l'État, et les intérêts des Sénégalais, que nous ayons un État qui les défende partout.
Ça, c'est vraiment ça. Et puis, défendre les intérêts et également coopérer avec tous les pays du monde. L'essentiel, c'est qu'on y trouve notre compte. Et bon, c'est vrai, aujourd'hui, le problème, c'est la France. C'est également une politique étrangère de Macron qui est totalement catastrophique et d'ailleurs qui a abouti aujourd'hui à une espèce de rejet de la France un peu partout. Mais les Français en sont conscients et ils sont en train de corriger. Donc, de mon point de vue, je pense que la question de la souveraineté ne se pose pas maintenant, ça se pose depuis les années 60. Et voilà, la lutte contre l'impérialisme, machin, etc. Mais il faut quand même être pragmatique, voir comment ensemble nous pouvons nous asseoir, comme on dit, dessiner une géopolitique du Sénégal, dessiner une géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui nous manque. Le fait qu'on n'ait pas une géopolitique montre effectivement notre dépendance et notre fragilité par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qui a cassé, comment dirais-je, l'AOS? C'est la Russie. Et la Russie a travaillé longtemps. Et la Russie a travaillé par le bas. Ça veut dire avec des organisations de la société civile. Lentement. Et la France a été complètement débordée. Et aujourd'hui, je pense que la France en a conscience. Et puis nous aussi, il faut qu'on prenne conscience pour voir comment nous pouvons rebâtir vraiment un panafricanisme où nous sommes, si vous voulez, indépendants des influences des grandes puissances. Merci Alioune Tine. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu au grand jury. Alioune Tine, fondateur de Africadium Center. Merci Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. Bonne fête de Korité à toutes et à tous et très bonne fête de l'indépendance. À dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Merci Déthié. Makora Makora Nakunika hin